Christophe Onodibio, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Plongée, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Et il s'agit en effet d'un roman qui nous offre une plongée dans l'intimité d'une femme et dans celle d'un couple, à travers le récit d'un père à son fils, à qui il raconte qui était sa mère. Alors comment est-ce qu'elle s'est imposée, cette forme du récit du père au fils? Et est-ce qu'on peut dire que Plongée est avant tout un roman de transmission? Oui, c'est ce qui est essentiel pour moi en ce moment. Comment vous expliquer simplement. En fait, Plongée, j'ai commencé à l'écrire en 2008, à un moment où ma vie a changé, je vais dire en bien. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé un bouleversement très positif dans ma vie, c'est que je suis devenu père de famille, j'ai eu un petit garçon. Et ça a changé non pas ma façon de vivre, mais ma façon de voir la vie. Et en fait, curieusement, à la naissance de ce petit garçon, je me suis dit que ce serait vraiment formidable si tu pouvais le voir grandir et le plus longtemps possible. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu as envie de lui laisser? Quelle histoire tu voudrais lui raconter, qu'il puisse lire plus tard, quand il sera adolescent, jeune adulte? Et curieusement, j'ai pensé à ma propre mort, en me disant, tiens, s'il m'arrive quelque chose, il faut que je lui laisse un texte qui sera évidemment un roman, qui ne sont pas des mémoires, qui ne soient pas des poèmes envoyés à ce petit garçon, mais un roman, mais quelle histoire je vais lui raconter. Et pour moi, il m'a paru assez évident que je voulais lui parler d'amour, je voulais lui parler d'une femme, je voulais lui parler de l'essentiel, et l'essentiel c'est la rencontre amoureuse. Je pense dans une vie, je pense qu'au seuil de la mort, de quoi on se souvient, du grand amour ou des grands amours qu'on a eus. Et pour moi, évidemment, il s'agissait d'une femme. Donc l'idée était de raconter en fait un portrait de femme, de raconter un amour, de plonger dans cet amour, de raconter une histoire d'amour du début à la fin de cet amour, et raconter cette histoire au produit de cet amour, c'est-à-dire un petit garçon né de ces deux êtres, avec la différence que l'un des deux pôles de cet amour, la femme, est morte en fait dès le départ. Justement, oui, pardon. Qu'est-ce que ça implique dans la narration, le fait qu'il y ait une absence irrémédiable? Quelle influence est-ce que ça va avoir? Je crois que ça libère totalement la parole du narrateur, qui est l'homme qui a aimé cette femme. Je pense que le fait qu'elle soit morte, puisque quand le livre s'ouvre, il doit aller reconnaître le corps de cette femme. Et pour plusieurs raisons, il s'était juré, cet homme, de ne plus jamais quitter l'Europe. Or, cette femme est retrouvée. C'est une photo que je trouve... D'ailleurs, j'ai dit photo, lapsus révélateur. C'est une image qui a vraiment guidé l'écriture du livre, l'image d'un corps de femme superbe, nu, presque endormi en fait. On ne sait pas s'il est mort, mais allongé sur une plage avec le sel de la mer qui cristallise sur la peau, dans un environnement, donc au bord de l'eau, au bord d'une plage, dans un environnement minéral, très coloré, d'un pays très lointain, et qui pousse en fait un homme à aller à la rencontre de ce corps pour aller reconnaître le corps, et qui pousse cet homme à sortir de ses certitudes, puisque ce narrateur-là a décidé de ne plus jamais quitter l'Europe pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont expliquées dans le livre. Et donc évidemment, il y a une enquête sur la mort de cette femme, et une enquête, racontée à ce petit garçon, qui permet en fait de déboucher sur le portrait de cette femme et sur l'histoire de cet amour. Donc le fait qu'elle soit morte permet aussi au narrateur de libérer vraiment cette parole. L'idée, c'est aussi de dire, tu vois, petit garçon, ta mère, c'était vraiment une sacrée femme, c'était vraiment quelqu'un de flamboyant, de radical, qui a fait des choix, et je vais enquêter sur cette disparition, mais je vais en profiter pour te raconter vraiment qui elle était et quelle femme extraordinaire c'était. Donc ça permet de libérer sa parole, ça permet aussi de libérer certains sentiments contradictoires. Évidemment, dans une histoire d'amour, il y a les aspects positifs, il y a aussi les aspects les plus sombres. On se dispute énormément, on n'a pas toujours les mêmes choix de vie dans un amour. Et c'est aussi de montrer à la fois le côté élévation d'une histoire d'amour et puis l'aspect descente aussi, puisque c'est quand même l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à retenir la femme qu'il aime. Et donc le fait qu'elle soit morte pose le problème dès le début. Elle est morte, que lui est-elle arrivé? Et de libérer la parole de celui qui l'a aimée. Alors, à travers le récit que César, donc le père, va faire à son fils Hector, on découvre donc l'histoire de César et Paz et le monde également dans lequel ils évoluent. En quoi est-ce qu'il était important de camper ce roman dans une époque?
Alors, jusqu'à en faire presque l'objet du roman, un des objets. Oui, bien sûr. Pour moi, il était très important de parler de l'époque, parce que je trouve que c'est une époque où, alors évidemment, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est une époque où il est très difficile d'aimer. En fait, tout nous conduit à la distraction, à l'absence de concentration. Je pense qu'une histoire d'amour, ça se vit aussi dans la concentration sur l'objet, mais concentration sur des moments. Qu'est-ce qui nous reste? Comment parler d'une histoire d'amour? Eh bien, on en parle, qu'on soit romancier ou pas, à travers des souvenirs, à travers des détails. Les souvenirs d'une histoire d'amour, c'est, je sais pas, le bar où on allait prendre le même cocktail, le même verre de vin chaque soir. C'est des souvenirs de petites plages avec des baignades partagées. C'est des souvenirs d'une œuvre d'art qui a pu vous émouvoir, d'un visage rencontré en Italie ou en Espagne. C'est des souvenirs de caresses du soleil. C'est des souvenirs d'un bijou qui luit à l'oreille de cette femme aimée dans la lumière d'un coucher de soleil. C'est ces moments-là qui sont des moments très sensuels, très tactiles. Et je voulais parler de cette époque, de montrer aussi la richesse de l'époque, mais la difficulté d'aimer dans cette époque. Et il se trouve qu'à un moment, puisqu'elle passe est photographe, c'est une grande artiste dont on suit aussi, parce qu'on suit cette histoire d'amour, mais on suit aussi le développement de l'activité artistique de Paz, qui commence comme une toute jeune photographe, sans aucun appui, qui expose à peine, qui expose avec d'autres étudiants en art, et on va suivre comme ça sa montée jusqu'au Louvre, qui est quand même le saint des saints de l'art. Et donc, je voulais montrer que cette époque est riche, que cette époque aussi est compliquée, que le temps se rétrécit. On est assailli, je vais dire, d'informations. Le temps se comprime et une histoire d'amour, ça se vit en ayant le temps avec soi, en général, pour profiter de ces moments-là. Et ces deux personnages ont un projet commun, je raconte dans le livre, ils écrivent le livre de ce qui va disparaître. Ce qui va disparaître, c'est leur amour. Mais il l'archive à travers des photos, puisqu'il est photographe, et des textes pour lui, puisqu'il a écrit. On sait qu'il a été écrivain en fait par le passé, maintenant il est journaliste. Et donc ils archivent ces moments de beauté qu'ils ont partagés ensemble. Et donc vous parliez de transmission, c'était votre première question. Il y a cette idée aussi de transmettre à un petit garçon, l'idée qu'une histoire d'amour, c'est aussi des moments partagés ensemble, c'est des spectacles absolument fabuleux, des spectacles, des petits détails, c'est pas forcément des choses grandioses, c'est des petits moments partagés qui vont être très intenses. Et c'est l'idée de transmettre tout ça dans une époque, je l'ai dit, qui est compliquée, où le temps se raréfie. Et puis je voulais parler de l'Europe aussi, c'était une façon de parler de l'Europe. Je suis un fou passionné de l'Europe du Sud, de cette Europe sur laquelle on tape. Moi j'ai très mauvais souvenir d'entendre parler des gens de Club Med, c'est-à-dire ces mauvais élèves, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, parfois même la France, qui ne payent pas leurs impôts, qui font du tort à l'Europe. Je ne supporte pas ce discours-là. Et c'était le moyen aussi pour moi de dire on a un continent qui est absolument fabuleux, plein de richesses, gorgé de richesses. Quand je dis art de vivre, c'est vraiment un art de vivre, une façon de vivre. Les petits moments dont je parle, les petits moments de fin de journée dans des vieux bars espagnols, à un moment je parle des pâtes italiennes, toutes les sortes de pâtes italiennes, et je dis que si on les racontait comme ça, en racontant rien que des noms de pâtes, ça ferait une formidable berceuse en fait, pour des enfants. Tortellini, spaghetti, etc. Tout ça. Bon, je crois qu'il y a une 50aine de sortes de pâtes en Italie. Et donc c'est ça, c'est transmettre une richesse européenne qu'on n'arrive pas souvent à voir, un monde que j'aime, une vie que j'aime, une civilisation que j'aime, ce qui n'empêche pas de s'ouvrir aux autres. Mais en tout cas, ce personnage-là est quelqu'un qui a fait le choix de rester en Europe, parce qu'il a vécu, il a rencontré la beauté du monde et aussi son horreur. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui était reporter, qui a couvert un certain nombre de conflits et de catastrophes. Et donc lui, il a choisi de rester en Europe et il a choisi de partager ça avec cet enfant, de partager ça avec Paz. Sauf que Paz, elle l'étouffe en Europe et que forcément, on sait dès le départ qu'elle va vouloir en sortir et que si lui, il veut pas, tant pis pour lui. Mais justement, vous parliez de cette Europe qui est comme un refuge pour lui, il ne veut plus la quitter. Et en même temps, on sent qu'il a peur du monde extérieur, qu'il a déjà vu, mais il a peur d'y retourner. Il a une peur également de perdre Paz. Il a finalement beaucoup de peur. Est-ce que ce roman, en mettant sur le papier toutes ces peurs, c'est une manière aussi de les apprivoiser? Et est-ce que c'est aussi une transmission qu'il peut faire à son fils, cette apprivoisement ou peut-être conjuration de la peur? De la peur, oui. Alors c'est un roman anti-peur. C'est vrai que j'ai voulu...
précision quand même, je pense que César, qu'il a une seule peur. Il a peur de perdre Paz. Il a peur de perdre celle qu'il aime. C'est pas un peureux, sa vie le prouve. Il connaît le monde. Simplement, il compare en fait. Voilà. Il y a le monde que j'ai connu, la pauvreté, les catastrophes, le tsunami, la guerre. Il y a des beautés aussi, il en parle, des beautés du monde extérieur, etc. Des endroits où il s'est baigné en Égypte, dans les sources où Alexandre le Grand s'était, dit-on, baigné, des temples en Birmanie. Il parle évidemment de la richesse du monde en dehors de l'Europe. Simplement, il se dit, tiens, aujourd'hui, dans ma vie et dans la façon dont je veux vivre ma vie, cet amour, avoir un enfant, c'est mieux en Europe. C'est mieux en Europe et il faut apprendre à regarder les beautés qu'on a, je veux dire, sous les yeux, voilà, ne serait-ce qu'en sortant, là, en allant voir la mer, par exemple. Je pense que ça nourrit un homme, en fait, en termes de beauté, de richesse, voilà. Un bon verre de cidre et le spectacle de l'eau comme ça, rasante sur la mer, un peu d'acier, que ce soit chez vous, à Brest ou chez moi, au Havre. Je pense que ça peut nourrir son homme. Plus quelques richesses des pays du Sud, des musées à Naples, des restaurants dans les Asturies en Espagne, des petites choses comme ça, des petites tapas. Je pense que ça fait vraiment une vie. Et donc il n'a qu'une peur, c'est perdre Paz. Après oui, c'est un roman où il dit à son fils, c'est un roman où je glisse un certain nombre de messages. Il lui dit n'oublie pas le corps, par exemple. On est dans une époque, parce que vous me parliez aussi de pourquoi parler de l'époque, où on oublie le corps. Curieusement, on est dans une époque follement narcissique. On s'envoie des messages, etc. Mais on oublie le corps, on oublie la beauté aussi, cette espèce de fusion qu'on peut avoir, un bain par exemple dans la mer, où on a l'impression de se reconnecter aux éléments, à la nature. On oublie la nature, elle est très présente aujourd'hui dans notre époque, mais Paz, c'est quelqu'un qui va aller vers la nature, vers l'animalité, vers le lointain, vers les sensations. C'est un roman sur les sensations. Et il lui dit aussi, n'aie pas peur, mais lui dit attention aussi à la façon dont tu veux vivre ta vie, fais tes choix. C'est un roman qui essaie de dire aussi... arrêtons de survivre. Aujourd'hui, on pense qu'à survivre, on oublie de vivre. Et Paz, c'est quelqu'un qui a choisi de vivre, même si ça l'amène très loin, dans une certaine radicalité, plutôt que de survivre en fait dans une Europe où elle étouffe. Alors, il y a également une dimension très importante dans le livre, c'est la dimension aquatique. On a l'impression qu'il y a une véritable fascination pour l'eau. Est-ce que c'est l'eau est-ce que l'eau est là pour purifier finalement ce qui... J'aime bien ce que vous dites, oui, il y a ce côté-là, sans être du tout dans la religion, etc. Oui, Paz est une fille de l'eau. Quand ils se rencontrent dans leur rencontre amoureuse, elle sort d'une piscine, elle a les cheveux, elle sent le chlore, elle a les cheveux mouillés. Quand ils se retrouvent en Espagne, elle l'emmène nager. Enfin, l'eau est très très importante. Et on sent en fait évidemment le titre Plongée, donc on plonge dans un couple, on plonge dans une histoire d'amour, on plonge dans une transmission... dans l'enfance, la naissance, etc. Mais on plonge aussi sous l'eau, dans l'eau. Pour moi, c'est très important c'est vraiment une image qui a guidé l'écriture. Je voulais représenter une héroïne qui a envie de se laver. Il y a ça aussi quand on parlait de transmission tout à l'heure. C'est un roman où l'eau vient laver, vient purifier. Paz, c'est quelqu'un qui veut se laver de tout ce qui est superficiel, qui veut se laver de toute cette civilisation sophistiquée, de tout ce milieu de l'art, se laver aussi de l'homme qu'elle aime, se laver de tout ce qui entrave son besoin de liberté. Et donc évidemment, on le sait dès le départ, elle meurt près de la mer, près de l'océan, et on sait tout de suite que l'eau va jouer un rôle à la fois évidemment magique, purificateur. C'est un peu l'autre monde, quoi. Moi, je suis fasciné par l'eau, j'ai besoin de nager, j'ai besoin de sentir l'eau. J'ai du mal avec les montagnes, par exemple. Je suis vraiment un être qui est proche de l'eau. Et c'est un roman aquatique, et c'est un roman qui va nous mener, oui, finalement, sous l'eau, dans l'animalité, dans la profondeur. C'est un livre, oui, sur une femme qui cherche en fait la profondeur dans sa vie, qui cherche, évidemment, quand on cherche la profondeur, ça peut nous emmener très loin et parfois on ne remonte pas. Mais c'est effectivement un roman dont j'espère qu'à la fin de sa lecture, on se sent apaisé, nettoyé, purifié, lavé de tout ce qui n'est pas essentiel, quoi. C'est quelqu'un qui cherche l'essentiel et qui cherche, oui, comme je le disais, la profondeur, même si ça doit la mener très loin.